Bonjour et bienvenue. Je me présente. Alors, mon nom est Annick Maas. Je suis la coordonnatrice des programmes en français pour les services aux familles des militaires en Europe. J'ai eu l'idée de vous offrir une ressource voyage qui sort des sentiers battus. Le tout est rendu possible grâce à la collaboration de Rachel Gaulin, qui est prestataire de services communautaires à Naples. Alors, sans plus tarder, je te dis un beau bonjour, Rachel, et merci pour ta générosité et ton temps. De quoi as-tu l'intention de nous parler aujourd'hui, Rachel? Bonjour Annick. Eh bien, comme je suis en Italie, j'ai pensé vous parler d'une activité qui est possible en Italie et c'est un chemin de pèlerinage qui s'appelle la Via Francigena. OK, alors la Via Francigena, c'est quoi au juste? La Via Francigena, en fait, c'est la voie française en français. C'est son nom, c'est un chemin de pèlerinage qui lui a été donné pendant qu'il y avait la domination française en Italie sur la Lombardie. Alors, le nom est resté, évidemment, la domination française est passée. Et il y a plusieurs routes de Via Francigena. Les gens connaissent sûrement Saint-Jacques-de-Compostelle, qui passe en France, qui passe en Espagne. Celle-là, la Via Francigena, ça a été créé au Moyen Âge et ça partait de Canterbury en Angleterre. Ça passe par la France pour se terminer à Rome avec 1700 kilomètres au compteur. Et ça, c'est le premier itinéraire, le classique, si vous voulez, mais il y en a d'autres. Il y a, par exemple, vous pouvez faire une section entre Rome et Santa Maria de Leuca dans les Pouilles, où on prenait à la toute fin un bateau pour Jérusalem, parce qu'évidemment, quand ça a été créé au Moyen Âge, c'était une œuvre de chrétienté. Alors, toutes ces routes-là ont ça en commun d'avoir été des routes marchées par des pèlerins, mais il y en a eu d'autres de développées au fil des temps, comme la Magna Via Francigena, qui, elle, traverse la Sicile sur la longueur qui part de Palerme jusqu'à Agrigento. Alors, vous avez vraiment le choix des routes de pèlerinage en Italie. C'est bien, c'est plus gros que ce que je pensais et comme tu le dis, c'est vrai que, Saint-Jean-de-Compostelle, on l'entend Saint-Jacques, hein? Oui, De Saint-Jacques, Compostelle, Saint-Jacques. je ne vais pas le dépâtisser aujourd'hui, mais on l'entend souvent, mais celle-ci, c'était vraiment la première fois et toi, tu l'as empruntée, cette route-là? Oui, j'en ai fait plusieurs sections. D'abord parce que je fais beaucoup de montagne et c'est arrivé que je me retrouve en montagne puis que je vois le sigle du petit pèlerin jaune et sans savoir ce que c'était. Éventuellement, ben, je me suis informée de ça. Au début, je devais faire la Magna Via Francigena avec d'autres Canadiennes pour traverser la Sicile. La COVID est arrivée. En tout cas, tout ça pour faire une histoire courte. À un moment donné, j'ai décidé de me mettre au défi de le faire toute seule par étapes. Alors, la première fois, c'est est-ce que je suis capable de faire 25 kilomètres toute seule? Et de fois en fois, ben, le défi s'est accru et j'en ai fait plusieurs sections, dont l'été dernier, j'ai fait 4 sections en Toscane avec une copine. Et quand je dis section, c'est toujours au moins 25 kilomètres par jour de marche. OK. Alors, mais il y a toutes sortes de paysages, mais passer 4 jours dans le paysage de la Toscane à marcher, à savourer notre arrivée vers les châteaux, dans la beauté de Sienne, San Gimignano, c'est extraordinaire. Chanceuse de chanceuse. Tu Oui, me donnes déjà le vraiment. goût et j'en sais pas encore assez. Mais comment on s'y prend? Est-ce que, je veux dire, on s'improvise ou il y a vraiment, des choses qui sont mises à la disposition des marcheurs ou des pèlerins, que je devrais dire? Ben, disons d'abord que si vous le faites pour des raisons religieuses, vous pouvez vous procurer un passeport ou un carnet de voyage à Saint-Pierre-de-Rome ou au Vatican. Ça s'achète aussi en ligne. On appelle ça la crédentiale du pèlerin. Et pourquoi on a ça? Ben, c'est comme un carnet de voyage, là. À chaque étape,
il y a des endroits où on va vous faire un tampon qui prouve que vous avez fait cette section-là sur la Via Francigena. Mais si vous êtes compétitif et vous voulez le faire au complet pour obtenir un certificat à la fin, mais c'est grâce à tous ces tampons-là qu'on pourra vous émettre un vrai certificat. Mais bon, pour moi je l'ai, le passeport, parce qu'on a fait l'exercice, ma copine et moi, mais c'est pas nécessaire, mais c'est quand même rigolo à la fin de la journée d'avoir le tampon. Alors Oui. ça, c'est une chose, mais surtout, il faut s'informer. Il faut aller sur le site de la viafrancigena.org et télécharger les applications qui vous permettent d'avoir le tracé des routes. Parce que oui, c'est assez bien balisé, mais il faut avoir un point de référence quand on se déplace. Des fois, il n'y a pas le Wi-Fi, des fois, on s'y retrouve peut-être moins, ou je ne sais pas, des herbes ont poussé qui cachaient une balise. Alors, il faut s'informer, il faut étudier le tracé aussi. Ah, c'est bien, c'est bien. Puis est-ce qu'il y a autre chose que tu penses, autre que le tracé, par exemple, qui est bien d'avoir par précaution, là, comme tu dis, parce qu'effectivement, si le signe n'est pas visible ou les signes ne sont pas visibles, c'est pas facile. C'est pas idéal. Ben, il faut vraiment s'entraîner si vous marchez, si vous vous limitez là, à votre Apple Watch et que votre maximum, c'est 10 000 pas par jour. C'est Mhm. un peu plus que ça, la Via Francigena. Ensuite, si vous voulez le faire avec votre sac à dos, en prenant en compte qu'il faut transporter l'eau et l'eau, c'est lourd. Il faut aussi avoir un peu l'habitude du sac à dos. Ensuite, il faut déterminer le genre de voyage que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez transporter votre sac à dos partout avec vos habits, en vous limitant évidemment, avec votre lunch, parce qu'il n'y a pas des restaurants nécessairement au milieu des champs. Bon, mais il faut avoir cette habitude-là. Il faut réfléchir à ce qu'on va mettre dans le sac. Mais ça, il y a beaucoup de sites Internet et il y a beaucoup de conseils qui sont fournis par le site viafrancigena.org pour vous guider là-dedans. Il y a aussi des options commerciales. Vous n'avez qu'à faire une petite recherche rapide et vous allez trouver il y a des services de transport, si vous n'aimez pas l'option sac à dos, qui vous permettent d'avoir votre sac à dos transporté à votre logement au point final de votre journée. Alors ça, j'ai vu beaucoup de gens le faire. Moi, je ne l'ai pas fait moi-même, mais c'est absolument une option. Mais surtout, il faut étudier parce qu'il faut trouver des logements au fil de la route, le plus près possible du tracé de la Via Francigena. Et ça aussi, il y a des bed and breakfast qui vous sont recommandés tout au cours du tracé. Et il faut réserver d'avance. Vous ne pouvez pas vous permettre d'y aller sans réserver. J'ai vu un groupe de jeunes à un moment donné qui réservaient, je pense, au fil du tracé en Toscane et qui se sont retrouvés le bec à l'eau. Tout était plein partout. Et là, il y a des gens, par gentillesse, qui leur ont fourni quelques tentes pour qu'ils puissent dormir dehors. Mais c'est loin d'être idéal, surtout quand on vient de faire 25 kilomètres de route au gros soleil. C'est bien quand même de pouvoir dormir dans un lit. Effectivement, oui. Puis, quelles sont les sections que tu as faites de la Bon, route? donc j'ai fait 4 sections en Toscane qui étaient vraiment fantastiques. Moi, ce que je recommande, si les gens ne le font pas pour des raisons spirituelles, ce qui n'était pas du tout mon cas, c'était plus pour prendre des photos et par défi personnel et puis bon, sportif un peu. Euh, Disons que vous ne tenez pas à faire la Via Francigena au complet, faites une petite recherche sur Internet pour voir quels sont les paysages que vous avez le goût de voir. Parce que marcher, c'est ça, hein, c'est vivre dans une carte postale. Et il n'y a rien comme la marche qui vous permet
de profiter de cette ambiance-là pendant des heures, en fait. Alors moi, je vous dis, moi, j'ai sélectionné mes 4 sections de Toscane sur la base de ce que les gens en disaient. Ce sont les plus belles sections. Mais il y en a partout en Italie. Il y en a une que j'ai fait à Sutri, à Rome, qui me faisait arriver dans un grand cimetière étrusque. C'était extraordinaire d'arriver face à cet immense cimetière devant moi, mais il y en a qui vont vous fournir des points de vue, des points de vue de paysages. Des fois, c'est des châteaux extraordinaires. Alors moi, je vous dirais, faites une recherche, faites-le par section. Peut-être pour une première fois, faites une section de 25 km, puis ensuite, ben, construisez là-dessus. Mais si vous y allez pour un voyage, parce moi, j'ai la chance d'habiter en Italie, donc je peux le faire pour une fin de semaine, par exemple, aller faire une petite section de 25 km, m'arranger avec mon conjoint pour qu'il vienne me chercher à la fin. Bon, pour moi, c'est faisable, mais si vous êtes en voyage en Italie, ben, faites-en une, faites-en deux, puis vous verrez comment ça se passe. Très bonne idée, oui. Et moi, comme je ne suis pas en Italie, je vais aller, je vais aller faire mes recherches avant de m'improviser. Oui, Oui. Et selon toi, parce que c'est bien beau marcher, mais on aime ça marcher dans les meilleures conditions, quel est le ou les meilleurs moments dans l'année pour entreprendre cette marche-là? tôt le printemps ou pas trop tard à l'automne. Sur le site Via Francigena, on dit mai-juin et le mois de septembre. Donc, vous avez 3 mois pour le faire parce que en été, c'est beaucoup trop chaud, c'est l'Italie, hein? Mais je vous dirais qu'avec les changements climatiques, suivez la météo un peu parce que le mois de juin l'an dernier, c'était beaucoup trop chaud. C'était vraiment une canicule qu'on ne pouvait pas prévoir et moi, je l'ai fait au mois de juin et c'était horriblement chaud, c'était des 30 degrés. Alors qu'on pourrait avoir un mois d'avril tout à fait favorable, pas pluvieux, un début de printemps plus frais. Octobre, il y a des mois d'octobre ici qui sont splendides. C'est pas gagné, mais c'est possible. Par contre, ce qu'il faut tenir en compte, est-ce que les bed and breakfast seront ouverts à cette période-là? Alors, c'est là qu'il faut faire une recherche, il y a une petite logistique là-dedans pour vous assurer que quand vous arriverez à San Gimignano, les bed and breakfast qu'on vous recommande ou encore que vous trouvez sur une autre application comme Booking ou peu importe, sont ouverts à cette période-là de l'année. Alors, les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas simplement dire je vais aller marcher, mais je vais aller marcher et je dors là. Oui, Alors, ça, c'est fondamental. c'est un bon point, effectivement, à moins qu'on veuille faire du camping comme Et le les camp jeunes. Ouais, mais le camping, c'est pas permis en Italie comme ça, à moins d'aller chercher une permission auprès je sais pas, vous arrivez devant chez quelqu'un, vous demandez est-ce que je peux planter ma tente sur votre terrain ou à côté de la ferme. C'est pas impossible de le faire, mais en principe, ce n'est pas permis. Bon. Donc, à moins d'avoir une permission de la municipalité ou de faire partie d'un club. Donc, l'option camping, c'est pas si évident. Donc, on fait nos recherches, puis on réserve à l'avance. C'est c'est Oui, la meilleure chose. Puis, est-ce que tu as l'intention de continuer à en faire? Ton expérience a été positive pour toi? Euh, ah oui, j'ai l'intention d'en faire. J'ai déjà un projet pour aller faire la plus longue section sur la Via Appia, qui est l'ancienne route romaine qui existe encore sur les pierres sur lesquelles marchaient les légionnaires. C'est l'étape de Castel Gandolfo, là, qui est c'est pas le chalet, on dit pas que c'est le chalet des papes, mais c'est la résidence d'été des papes qui se trouve là. Alors, il y a cette section-là que j'aimerais voir.
J'aimerais faire la section qui traverse la France, le col du Grand Saint-Bernard, mais ça m'a vraiment ouvert l'esprit à l'idée de faire des chemins de pèlerinage partout dans le monde parce qu'il y a beaucoup plus que Saint-Jean-de-Compostelle. Il y en a quand on se met à s'intéresser à ça, il y en a partout. Il y a le chemin des Incas au Pérou, il y a la Soufi Trail en Turquie, il y a un Camino aussi au Brésil, en Argentine, en Croatie. Aussitôt que vous tapez chemin de pèlerinage, vous allez être surpris et ça peut être une addition active et un peu plus sportive à un voyage qui rend ça encore plus, un programme encore plus intéressant de voyage. Alors, c'est certain que je vais continuer d'en faire pour toutes sortes de raisons et dans toutes sortes de pays, mais en Italie, à court terme, c'est certain. Puis avec le paysage qu'il y a en Italie, on peut pas, on peut pas dire non à ça, mais vraiment, tu m'as donné le goût et j'espère que tu auras donné le goût aussi à ceux qui écouteront là, cet enregistrement-là. Et Avec plaisir. oui, et en plus, tu nous fais cadeau de plusieurs de tes photos que tu as pris le long de la route. Alors, on va les mettre également. Donc, un gros, gros merci, Rachel. Puis j'espère te croiser sur la route un de ces quatre. Ça serait extraordinaire, Annick. Bien, merci et bonne fin de journée, Rachel. À la prochaine. Merci. Au revoir.